Moi, je suis Stéphanie Hervier. Je suis une des fondatrices et la directrice générale de la société Medavis, qui est une société de e-santé en général et de télémédecine plus particulièrement. Peut-être avant de laisser la parole à Denis Silber, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'animer cet échange, ainsi qu'à nos intervenants, je voulais simplement vous expliquer le contexte qui nous a amené à organiser ce live, qui est assez différent de nos lives habituels dans lesquels on est souvent très prospectif, notamment de manière économique sur le marché. Là, l'objectif, c'était de faire un pas de côté en ce début d'été et d'apporter une réflexion aussi peut-être à plus long terme sur l'impact de la santé. Comment nous, donc, on en est venu à ça? Il s'avère que chez Medavis, nous avons réalisé notre bilan carbone il y a quelques semaines. On a réalisé notre bilan carbone et à ce moment-là, on s'est dit que c'était intéressant de le mettre dans une perspective aussi au niveau national. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, sachez que donc, le secteur de la santé aujourd'hui, ça représente 8% des émissions carbone en France. Alors, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut les achats de médicaments, les dispositifs médicaux, le transport de malades, l'énergie, etc. Et plus précisément, si on regarde l'intérêt de réduire l'impact environnemental, il y a par exemple un impact principal qui est que ça a un impact en termes de prévention. C'est-à-dire que, par exemple, si on met en avant les mobilités douces, comme le vélo en tant que moyen de transport, et ben, c'est à la fois de la prévention pour la bonne santé, et puis c'est bon pour réduire les émissions carbone. On s'est amusé aussi à faire le calcul de à quel moment une téléconsultation, par exemple, elle est plus avantageuse qu'aller voir son médecin d'un point de vue purement carbone. Pour vous donner un ordre de grandeur, une téléconsultation de 15 minutes chez Medavis, donc au regard de notre propre bilan carbone, c'est 2,33 kg de CO2 émis. Pour vous donner un ordre d'idée, 10 km parcourus en voiture thermique, c'est 2,18 kg de CO2. Donc en tout cas, chez Medavis, pour nous, d'un point de vue carbone, une téléconsultation, elle devient vertueuse à partir du moment où le patient aurait fait 10 km de voiture pour aller chez son médecin. Alors, il y a beaucoup de cas d'usage, notamment quand on va consulter dans un établissement de santé. Et donc, on pense que la télémédecine doit avoir sa part pour contribuer à toute la réflexion environnementale autour de la santé. Denise, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'animer ce sujet. Je trouve que Medavis choisit toujours des sujets top. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement beaucoup de personnes parmi vous qui n'étaient pas encore sensibilisées à l'importance du bilan carbone et du combat contre la décarbonation. Et pour traiter ce sujet, nous avons avec nous, avec 3 experts qui sont Clara Mourgue, Alexis Pâtissier et Jean Sénémo. Nous avons plusieurs formations. Il y a pharmacien, chirurgien, ingénieur, économiste, donc 4 formations parmi 3 personnes. Et c'est très important, encore une fois, à ce sujet. Pourquoi? Parce que je crois que tous ceux qui écoutent aujourd'hui sont entrés dans la santé de manière directe ou indirecte parce que vous voulez sauver des vies. Et en entrant dans le combat contre la carbonation de la santé, vous participez à sauver des vies, parce qu'il n'y a pas que les maladies évidentes comme la respiration. Vraiment, la santé, si elle ne se saisit pas par rapport à cette thématique, va contribuer à détériorer la santé des Français. Donc, pour commencer, je pensais que c'était intéressant de demander au chirurgien, qui est Dr Jean Sénémo, chirurgien à l'assistance publique, chirurgien vasculaire, de nous dire comment il est entré dans la danse contre la carbonation et quelles sont ses activités aujourd'hui par rapport à ceci, à l'assistance publique, que beaucoup de personnes, pour lesquelles beaucoup de personnes vont ignorer que l'assistance publique est très active dans ce domaine. Donc, Jean? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, en effet, vous venez de dire l'impact extrêmement important et surtout l'interconnexion entre santé publique et pollution. Donc ça, c'est montré depuis très nombreuses années. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que lorsqu'on fait des interventions chirurgicales, de plus en plus maintenant, on va avoir des interventions de plus en plus techniques
moins invasives et notamment qui vont nécessiter, donc pour le patient, bien sûr, ça va être plus simple de pas avoir de grandes incisions, d'avoir moins de cicatrices. On va pouvoir faire des choses maintenant à l'intérieur des vaisseaux, alors qu'autrefois, on faisait des interventions qui étaient beaucoup plus lourdes et ça va nécessiter un très grand nombre de consommables et on s'est rendu compte à la fin d'intervention, et ça, c'est un constat qui est partagé par tous les ensembles du bloc opératoire, à la fin de chaque intervention, on a des kilos et des kilos, de poubelles qui vont être, tout va être soit jeté, soit incinéré et c'est vrai que petit à petit, en réfléchissant, on se dit que ça fait quand même quasiment par intervention, ça peut faire atteindre jusqu'à 10 voire 15 kilos de déchets, de se dire: «Mais mince, tout ça va partir directement à la benne, rien n'est recyclé, rien n'est retraité» et petit à petit, chemin faisant, on s'est posé la question, notamment dans mon ancien service à l'hôpital Bichat, donc à la PHP, de se dire: «Mais combien une intervention en particulier va générer, de déchets et surtout de carbone?» Donc là, si vous voulez, c'est venu effectivement sur cette réflexion, mais qui est présente chez beaucoup, beaucoup d'acteurs et on a pu en effet, faire une étude, prospective, c'est-à-dire de regarder, sur 20 interventions successives d'un type de chirurgie donné, finalement, qu'est-ce qui émettait et surtout quel était le poids relatif? Est-ce que c'était le médicament? Est-ce que c'était plutôt le fret pour faire amener tous les médicaments et tous les consommables? Les consommables, par exemple, c'est la sonde d'intubation, ça va être le scotch pour la fixer, ça va être les gants stériles, la casaque, les instruments et j'en passe. Et donc on s'est fait accompagner initialement donc par un cabinet de conseil et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir discuter avec, Alexis, Pâtissier, ensuite, tout à l'heure et qui nous ont beaucoup aidés pour ça et on sent pour terminer cette petite introduction, une volonté importante de l'institution de la PHP d'accompagner de tels bilans carbone, c'est-à-dire de chiffrer les émissions générées par les interventions. Parce que déjà, un, c'est important bien sûr de savoir combien on émet, mais surtout 2, quand vous allez faire finalement cette, j'ose dire un peu cette autopsie finalement de vos émissions par intervention, ça va vous donner certains leviers. Vous allez dire: «Bah, ça va être plus intéressant de jouer sur les médicaments ou sur les consommables». Donc, pour compléter cette introduction, j'aimerais que vous nous parliez, Jean, un peu plus de cette étude. Lorsque vous avez eu l'idée de réaliser l'étude, comment est-ce que vous avez trouvé les ressources pour le faire? Est-ce que il y a eu une réaction positive à cette idée? Et aussi l'importance du journal dans lequel l'étude figure et ses grandes découvertes. En effet, il faut savoir que c'est encore un secteur très balbutiant en termes de publications scientifiques. Donc nous, effectivement, en tant que professionnel de santé, il faut que nos résultats soient publiés, lus et ensuite publiés dans des revues internationales pour la validité, bien sûr, de votre étude. Et donc, au moment où on a commencé à l'hôpital Bichat, il y a à peu près 2-3 ans, il n'y avait aucune étude, c'est-à-dire zéro, en chirurgie vasculaire. Donc, on commençait à partir de pas grand-chose, donc pas de méthodologie, et vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce qui a été fait. Donc, on s'est inspiré du bilan carbone où on a colligé pour une intervention donnée, qui était l'implantation d'endoprothèses pour traiter des anévrismes. On s'est intéressé aux 6 postes suivants, selon la méthode du bilan carbone. C'était les médicaments, les consommables, le transport des patients et des professionnels de santé, le fret, l'énergie consommée durant la durée opératoire et enfin le traitement des déchets. Et on a colligé toutes ces données et on s'est intéressé, c'était un petit travail de fourmi, ce qui introduit que c'est un travail qui nécessite une équipe, c'est-à-dire qu'on ne travaille jamais seul et on a pu constituer une véritable green team, donc une équipe un peu voilà équipe de choc qui et ça c'était hyper intéressant, ça permet de décloisonner un peu l'hôpital. Comme vous le savez malheureusement, encore il y a des secteurs qui sont très cloisonnés à l'hôpital. On a pu découvrir le monde extrêmement intéressant de la pharmacie, du monde de la logistique. Donc fort de cette équipe, vous voyez il y a plusieurs pluridisciplinaires. On a regardé d'où venaient les médicaments, évidemment de quel type de médicaments il s'agissait, comment ils sont venus à l'hôpital, les consommables c'est pareil. On les a individuellement pesés, on a regardé d'où est-ce qu'ils venaient, quel était leur conditionnement, leur composition. On a regardé le transport et donc tout ça mis bout à bout avec donc ces méthodes de bilan carbone qui est basée bien sûr sur la base de données de l'ADEME. On a pu avoir des résultats qui nous paraissaient surprenants parce que au début, moi je me disais, bah, c'est vrai que là, je regarde les étiquettes, je me dis, bon voilà, tel consommable, ça vient de très loin, l'autre il vient encore plus loin. Je m'étais dit que c'est sûr que c'est le fret
qui fait exploser le bilan carbone. Mais alors pas du tout. Nos conclusions, c'était que pour une intervention chirurgicale donnée, qui était cette implantation d'endoprothèse pour les anévrismes de l'aorte, une seule intervention générait autant de carbone que une personne pendant 5 jours en France. Ou encore, une intervention, c'est 1000 km en avion pour une seule intervention qui durait 2 heures, en termes de consommables, de fret, tout mis bout à bout. Donc tout ça, c'était assez surprenant. Et la distribution, c'était surtout majorité les médicaments, puisque c'était des interventions sous anesthésie générale, et ensuite un bon quart les consommables, ce qui rejoint finalement le bilan carbone de l'AP-HP et l'étude du Shift publiée il y a maintenant 3 ans. Donc c'était assez cohérent. Donc quelque part, ça nous rassurait sur notre méthodologie. Et après, c'était la même base de données. Après, ces résultats-là, une fois que vous les avez, donc qu'est-ce que vous en faites? Donc bien sûr, on essaie de réfléchir un peu en interne, ça on pourra en discuter un peu plus tard. Et nous, on les a valorisés en termes de publications scientifiques. On a pu en effet faire la première étude au niveau mondial dans notre spécialité. Et juste un petit mot là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs types d'accueil. La majorité, surtout pour les gens qui ont collaboré avec nous à l'hôpital, c'est que probablement à la PHP, c'est le seul projet où les gens vous disent pas non d'emblée. Donc ça, c'est assez agréable. Il faut savoir qu'on n'a pas encore de temps dédié pour ça. Donc ça a été fait vraiment de façon volontaire par toutes les actrices et tous les acteurs. Et l'accueil, à 80%, vous allez avoir des gens qui disent que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sent très bien que chez les professionnels de santé et pas que, ce développement durable, c'est une thématique extrêmement importante. Et 20%, un peu voilà, de réfractaires en disant mais bon, c'est sympa votre truc, c'est pas vraiment la chirurgie, on ne voit pas trop le rapport. Alors qu'en introduction, vous disiez très bien qu'effectivement, il y a cette connexion extrêmement importante. Et d'ailleurs, entre maladies cardiovasculaires et par exemple les pics de pollution, ça c'est bien montré depuis extrêmement longtemps. Très bien, super. Alors nous allons passer maintenant à notre pharmacienne, Clara Mourgue. Donc vous étiez là en train de faire vos 6 années d'études de pharmacie et paf, de plus en plus dans votre vie en dehors de vos études, l'environnement faisait effet sur vous, enfin les problèmes d'environnement. Comment, à quel moment vous avez décidé de prendre un petit tournant? Ouais, c'est une question intéressante. Effectivement, ma sensibilité écologique, elle s'est développée pendant que j'étais à la fac de pharmacie. Je pense que c'est d'abord les lectures, les vidéos YouTube. Certains d'entre vous ont peut-être regardé des vidéos de Jean-Marc Jancovici sur YouTube avant d'aller dormir. Je faisais partie de ces gens-là et j'ai vu quand même un décalage entre ce que j'apprenais à la fac et les questions que je me posais, qu'on me posait mes profs à la fac sur la santé humaine, sur comment on soigne les gens, et la culture que je me faisais à côté sur l'impact du changement climatique sur la santé et les bouleversements que ça allait faire, la dépendance aux énergies fossiles qui allait arriver, enfin qui était déjà là et qui n'était pas du tout traité dans les études. Et aussi même à la faculté, on n'avait pas d'aspect écologique. Enfin, je pense à des choses de base comme le recyclage des déchets, il n'y avait pas de recyclage à la fac. Et donc tout ça, ça m'a mené à créer une association à l'époque qui s'appelle la Green Pharma, qui existe toujours aujourd'hui, qui est une association étudiante. Et je suis montée en compétence à ce moment-là. Et j'ai aussi rejoint le Shift Project en tant que bénévole à ce moment-là. Et ça m'a permis de me questionner sur quel était l'impact du système de santé, et en particulier de la pharmacie, sur le changement climatique. Et d'une part, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui n'était pas très bien traité au niveau universitaire, en particulier dans la faculté où j'étais à l'époque, mais surtout que c'était le changement climatique, selon l'OMS, c'est la plus grande menace pour la santé humaine. Donc c'est vraiment un décalage qui est assez grand. Et alors c'est assez marrant parce que donc c'est au milieu de mes études en 5e année, donc j'ai cette culture-là de la transition écologique et je me dis je veux faire de la transition écologique mon métier, je pense que c'est pertinent. Et là je fais un stage à la PHP au développement durable, maintenant ça s'appelle transition écologique et santé environnementale ou transformation écologique, pour faire le bilan carbone de la PHP. Donc j'étais au début du bilan carbone total de la PHP, donc il y a des liens qui se font. Et quand je rentre dans ce milieu-là, le milieu hospitalier, je me rends compte qu'effectivement être pharmacienne, donc avoir ces compétences en santé, sur les produits de santé, et avoir cette culture de la transition écologique, c'est vraiment un atout majeur et c'est très pertinent. Et donc je me dis ok, c'est cette voie-là que je vais prendre. Je vais faire de la transition écologique en santé. Et en fait, il y a du boulot pour moi avec ces deux expertises différentes. Et donc ensuite, j'ai fait un master d'environnement, ce qui m'a permis de asseoir mes compétences à la fois donc en tant que pharmacienne et à la fois en transition écologique.
C'est super, très, très motivant. Je m'adresse aussi au public. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat. Chirurgien, pharmacien, ça doit déjà motiver beaucoup de curiosité, je pense. Alors là, le Shift Project commence à être de plus en plus connu, mais pas forcément dans son travail spécifique concernant la santé. Est-ce que Clara pouvait nous dire comment vous occupez vos journées au Shift Project pour faire avancer le combat pour la santé? Finalement, c'est assez connu sans le dire parce que les chiffres que vous avez cités en introduction, c'est les chiffres qui ont été publiés par le Shift en premier, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait déjà plein de gens qui s'intéressaient à la transition écologique en santé, mais en 2020, à la suite du Covid, on a travaillé sur un plan de transformation de l'économie française et on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire de s'aligner à l'accord de Paris et de réduire de moins 80% nos émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre de secteurs, la culture, les transports, plein de secteurs, notamment la santé. Et quand on s'est posé cette question, donc on s'est dit, qu'est-ce que ça signifie ? Mais en fait, on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien émet le secteur de la santé. Donc, il faut qu'on fasse le calcul. Ce calcul, il a été fait donc en 2021 et on s'est retrouvé avec des chiffres qui sont que le secteur de la santé, ça représente 49 millions de tonnes de CO2 équivalent, soit 8% de l'empreinte carbone française, donc c'est pas négligeable. Et 87% des émissions, elles sont indirectes. Ça veut dire que c'est dépendant d'une chaîne de valeur. Donc, c'est pas directement des énergies fossiles qui sont brûlées pendant qu'on utilise le système de soins, mais il y a la chaîne de valeur et il y a aussi des transports, etc., etc. Et une des conclusions importantes de ce travail sur le système de santé, c'est que la moitié des émissions, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Alors, c'est cohérent avec ce que nous a dit le médecin juste avant, parce que c'est effectivement les mêmes facteurs d'émission. Si on reprend les mêmes facteurs d'émission de l'ADEME, c'est assez logique que les résultats soient semblables, mais ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur et de se dire, ok, les émissions des dispositifs médicaux et des médicaments, c'est important. Et ça, c'était une des premières conclusions de notre travail. La reste de ce qu'on fait dans le travail du Shift, c'était faire une feuille de route pour décarboner et donc atteindre ces moins 80% d'émissions. On a des mesures qui sont non spécifiques au secteur, c'est-à-dire des mesures sur les transports, des mesures sur l'alimentation, des mesures sur l'isolation des bâtiments. C'est un peu ce qu'on va proposer dans n'importe quel bilan carbone pour n'importe quel secteur, de réduire les émissions de façon non spécifique. En appliquant toutes ces mesures, en fait, on se rend compte qu'on n'atteint pas les objectifs de décarbonation. Il faut encore travailler sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Et une des choses qu'on dit avec le rapport du Shift, c'est même en étant très ambitieux sur la décarbonation des médicaments et des dispositifs médicaux, admettons que les industriels de la santé soient très ambitieux, réussissent à décarboner de moins 80% les émissions des dispositifs médicaux et des médicaments, même en étant très ambitieux, on n'atteint pas les objectifs pour le secteur de la santé. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire de la prévention, de la promotion en santé et du juste soin. Et donc, au lieu de travailler uniquement sur les facteurs d'émission, il va falloir également travailler sur les volumes. Et donc, le message un peu final et conclusif du rapport du Shift, c'est qu'il faut aussi faire de la prévention pour maintenir un système de santé durable et décarboné. Alors, juste une petite question pour conclure votre introduction. Donc, vous êtes pharmacienne. Je pense que vous constatez qu'il y a une différence de connaissances générationnelles. C'est plus les jeunes qui sont conscients et qui s'y mettent. Quelle serait pour vous la façon d'informer et de convaincre les pharmaciens qui gèrent leur officine, qui sont peut-être moins jeunes? Alors, je suis pas 100% d'accord avec vous sur l'aspect générationnel. Je pense que à l'intérieur de la génération, il y a des gens qui sont très engagés et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et à l'intérieur de générations précédentes, il y a des gens qui sont très engagés. Il y a des pharmaciens qui sont beaucoup plus vieux que moi, un peu plus vieux que moi. Ils vont être vexés. Tant mieux. Ils sont très engagés. Donc, je suis pas 100% d'accord. Par contre, oui, en fait, je pense que un des sujets pour les pharmaciens et je pense pour la plupart des professionnels de santé, c'est de leur donner des messages qui permettent d'agir dans leur quotidien. Un pharmacien, si on lui demande de changer ses ampoules, c'est très bien, mais c'est pas son quotidien. Par contre, si on lui demande de faire des analyses d'ordonnances ou si on lui demande de faire de la prévention, si on lui demande de faire des entretiens individuels avec les patients pour améliorer la santé des patients et donc aussi pour améliorer l'empreinte carbone, c'est un argument en plus pour le faire. Et ben là, c'est son cœur de métier. Et là, ça va l'intéresser. Donc, je pense qu'en fait, il faut adapter le message aux professionnels à qui on parle. Très bien. Merci, Clara.
Alors, Alexis, donc vous étiez déjà dans la santé lorsque vous avez commencé à imaginer de créer avec votre cofondateur une société dans ce domaine. Alors, pourquoi avoir axé votre startup Shadow sur cette question de décarbonation? Oui, merci pour l'invitation. Donc en effet, moi j'ai toujours voulu travailler dans le secteur de la santé. Je voulais être médecin quand j'étais plus petit. Et puis les études ont fait que je me suis plutôt orienté vers la gouvernance, parce que j'ai intégré, après avoir fait de la biologie, un institut d'études politiques, Sciences Po. J'ai travaillé pour le ministère de la Santé en parallèle de mes études. À la fin de ces études, je me destinais plutôt à être directeur d'hôpital. Et puis dans le même temps, j'ai été frappé, comme tout un tas de personnes de ma génération, par le changement climatique. J'ai regardé les fameuses vidéos de Jean-Marc Jancovici sur YouTube, un peu comme toute ma génération. Et puis il se trouve que j'ai raté l'oral de directeur d'hôpital, que j'avais axé sur le développement durable en santé. J'avais réussi les écrits, mais j'ai raté l'oral. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais trouver un travail? Classiquement, dans mon école, on allait faire du conseil. On me proposait par exemple des postes pour organiser des CPTS, ce genre de choses un peu techniques en santé. Moi, j'ai décidé d'allier ma passion pour le secteur de la santé, ma passion pour les enjeux environnementaux, en joignant un cabinet de conseil en développement durable spécialisé en santé, dans lequel j'ai travaillé avec Clara notamment sur un établissement québécois, le premier établissement à avoir fait un bilan carbone au Québec. Voilà, et puis j'ai pris conscience aussi des difficultés des établissements à mesurer leurs émissions. Donc ça présente un coût, une certaine complexité, et puis ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette société avec un associé. Donc on propose à la fois un logiciel SaaS, donc qui est utilisable comme un service qu'on n'a pas besoin d'installer avec une maintenance au sein de serveurs ou autres au sein des établissements, qui aide à mesurer, à piloter les émissions carbone des établissements de santé. Et à côté de ce logiciel, on a une partie conseil. On a l'habitude de dire qu'on n'est pas un cabinet de conseil, et qu'on a un cabinet de conseil pour accompagner nos clients et leur permettre d'être autonomes au fil du temps. Pour nous, c'est vraiment important voilà, dans quelques années, de pouvoir mettre une grosse ambition sur le sujet. La plupart des établissements de santé, du monde francophone, parce qu'on est présent au Canada, en France et en Belgique, sur les rails d'un monde bas carbone. Et on pense que sans mesurer, sans piloter les émissions, mettre en place un plan de transition sur les 25 prochaines années va être compliqué. Donc pour nous, la base, c'est de vraiment mesurer pour permettre de piloter les émissions. Très, très bien. Donc, comment est-ce que vous travaillez au début avec l'établissement qui viendrait vous voir pour mettre en place un outil? Je suppose que ça doit commencer par savoir comment ils sont organisés sur le plan des systèmes d'information. Oui, c'est ça. Alors, la première année, c'est assez simple puisqu'on propose pas l'outil en autonomie dès la première année. L'outil est toujours accompagné de conseils. Donc après, on suit tout un déroulé de mission, avec une réunion de cadrage, une phase de sensibilisation, la collecte des données. Une fois qu'on a les premiers résultats, on va organiser des ateliers plans de transition avec l'établissement. Donc un atelier sur l'alimentation, un atelier sur les soins, sur l'énergie, pour pouvoir discuter avec l'établissement des résultats et proposer des actions qui vont pouvoir leur permettre de réduire leurs émissions. Une fois qu'on a fait tout ce travail, on va venir devant l'établissement, souvent dans une assemblée générale développement durable. Ça a une gouvernance qui se répand dans les établissements de santé en France, tout du moins. Et on va proposer, présenter les résultats, c'est-à-dire à la fois le bilan carbone, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre dans la réglementation, et puis le plan de transition associé qui aura été discuté avec l'établissement. À la suite de cela, et pour les établissements qui le souhaitent, on peut leur mettre à disposition simplement l'outil sous la forme d'un abonnement qui va leur permettre à la fois de mettre à jour leurs données d'activité, les médicaments, les typologies de médicaments, la quantité de déchets, la façon dont sont traités les déchets, la consommation d'énergie, et puis aussi suivre leur plan de transition, puisqu'on leur a aussi uploadé dans la plateforme. Et à chaque fois qu'ils mettront à jour leur bilan, ça viendra mettre à jour aussi leur plan de transition. Donc ils se verront progresser sur l'énergie, sur les déchets, etc. Nos buts, c'est vraiment de conserver une dynamique au sein de l'établissement de santé, être présent chaque année au sein de l'établissement. La première année avec un logiciel et de l'accompagnement du conseil classique, des consultants qui sont spécialisés dans le secteur. Ensuite, en année 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que l'établissement ait réduit de 80% ses émissions, on espère qu'ils continueront avec nous via ce logiciel.
Très bien. Donc, je vais poser, il y a une question dans le chat et Jean a déjà offert un lien, mais je pense que chacun de vous pourra commenter cette question. La question portait sur l'existence de formation dans les CHU, dans les universités, éventuellement d'autres formes de formation. Peut-être que la société Shadow propose des formations. Donc, Jean, est-ce que vous pouvez commenter un peu plus sur ces diplômes et les formations? Et ensuite, on passera à Clara et Alexis. Bien sûr, ça rejoint votre question sur comment effectivement étendre cette discussion de vraiment faire en sorte que le développement durable soit vraiment prégnant dans la pratique des professionnels de santé. Donc ça passe d'abord soit par des politiques institutionnelles, c'est-à-dire d'information, donc ça c'est un peu au centre, c'est dans les centres hospitalo-universitaires ou les centres hospitaliers. Ensuite, il y a un versant en effet académique qui se développe de plus en plus. Donc pour les deux que j'ai cités en effet dans le chat, alors il y a effectivement le diplôme universitaire de la Sorbonne, donc c'est un enseignement un peu classique avec, je crois que c'est à peu près 90 heures. Et il y a également l'APHM qui est extrêmement moteur là-dedans avec une formation continue. Il y a aussi les centres de Strasbourg, bien évidemment, et d'autres que j'oublie, qui sont également très, très moteurs. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il est important, je pense, de structurer cet enseignement pour pouvoir faire en sorte de donner vraiment un peu de profondeur au débat, parce que en pratique courante, bien sûr, le développement durable, c'est une préoccupation majeure de tous les professionnels, quels que soient les corps de métier. Et il est important de les structurer, de donner effectivement un bagage à la fois scientifique et un peu pratique, de manière à pouvoir avancer, notamment mettre en œuvre des projets, y participer et dans certains cas les piloter. Très bien. Alors, juste avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez aussi mettre le lien, Jean, dans le chat à votre publication? Je suis sûre que ça intéresse les participants. Ah oui, donc, de la votre étude. Bien évidemment. Merci beaucoup, Jean. Je fais oui. cela. Et Clara, donc au niveau pour les pharmaciens, donc j'ai deux questions. Qu'est-ce qui existe au niveau de formation pour les pharmaciens? Et de manière générale, est-ce que vous avez connaissance d'autres formations en dehors de celles qui sont citées par Jean? Alors, pour les pharmaciens spécifiquement, il me semble pas qu'il y ait de formation particulière. Je sais que Pharmasystème Qualité, que vous connaissez, a un guide développement durable pour les pharmacies d'officine de mémoire. Il y a des pharmaciens qui ont fait le DU1 de la Sorbonne. Il y a également un DU à Montpellier, je pense, sur le développement durable en santé. Je sais qu'à la faculté de pharmacie, les enseignements, ils sont pas encore uniformément déployés pour les étudiants en pharmacie, ce qui est vraiment, pour le coup, je pense, dommage. Et il faut absolument militer. Je pense que le mot est juste, pour que ça soit pas des spécialités, mais que ça soit enseigné à l'ensemble des étudiants. Mais il y a de plus en plus de DU qui sont pas forcément spécifiques à la santé. Je pense à Paris-Saclay, il y a un DU qui s'appelle Agir pour le climat, qui est pas spécifique à la santé. Mais en fait, avoir une expertise transition écologique en étant professionnel de santé, on peut nous-mêmes faire le lien entre les deux et comprendre les spécificités liées à la santé. Je pense aussi dans la feuille de route de planification écologique du ministère de la Santé, il y a un enjeu qui est former les professionnels. Et donc, il y a la volonté de former notamment avec la fresque du climat, le panel sphère. Donc, c'est plutôt de la sensibilisation que de la formation vraiment incapacitante. Mais il y a une volonté de déployer ces outils-là dans les CHU, je pense, de mémoire. Le panel sphère, c'est une forme de fresque du climat, mais spécialisée pour les enjeux de la santé, qui a été créée par deux pharmaciens, une pharmacienne de l'Omédit Île-de-France et un pharmacien du CHU de Poitiers, qui est déployé en ce moment par la PHP en particulier. Et en termes de formation, je crois que c'est ça, mais je pense qu'il y a aussi plein de formateurs. Je pense à Alice Barra, qui est membre de notre groupe de travail au Shift Project, qui a son cabinet de conseil en formation pour les professionnels de santé. Elle est dentiste et elle s'est spécialisée dans ça, et notamment sur la médecine de ville. Elle a écrit un livre sur le cabinet éco-responsable. Je pense que dans ce livre qui est publié avec le HESP, il y a vraiment beaucoup de ressources sur comment transformer ses pratiques et son cabinet en ville. Merci beaucoup, Clara. Si vous pouviez
également insérer la référence au livre et autre chose dans le chat. On n'a pas souvent fait ça, mais nous sommes devant avec 3 experts qui ont à leur qui ont toutes ces connaissances. Alexis, donc, est-ce que votre société propose des formations et est-ce que vous connaissez aussi d'autres formations qu'on peut ajouter à la liste? Oui, notre société propose des formations dans le cadre d'accompagnement à la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, puisque notre but, c'est de rendre autonomes les établissements de santé. Donc, c'est pas de garder la connaissance, c'est vraiment de la délivrer. Et dans ce cadre-là, on fait en sorte, notamment lors des réunions de lancement ou au sein des groupes projets, d'inclure des membres de la direction. Ça me semble important. Donc, il y a évidemment des médecins, des fonctions support, etc. Et puis, on va avoir des membres de la direction. Parce qu'en fait, c'est très, très simple de décider entre soi ce qu'on va faire pour l'avenir de l'établissement. Mais derrière, il faut avoir un appui des plus hautes sphères d'un établissement de santé. Il faut avoir de l'argent, etc. Donc, c'est très important d'inclure la direction des établissements. Et dans ce cadre-là, donc là, c'est pour la partie privée. Puis, on a tout un tas de concurrents qui font aussi des choses intéressantes sur le sujet. Sur le public, il y a des formations, ce qu'on appelle au niveau des hauts fonctionnaires, donc des plus hauts postes de gouvernance au sein de la fonction publique hospitalière, qui sont notamment orchestrés par l'ANAP, c'est l'agence la plus importante du ministère de la Santé, qui s'occupe notamment du développement durable. Alors, et qui propose des accompagnements, des formations aux fonctionnaires sur ce sujet. Vous avez aussi au niveau de l'EHESP, maintenant dans les modules de formation des directeurs d'hôpitaux, donc c'est l'école qui forme les jeunes directeurs d'hôpitaux. Vous avez des modules sur la transition écologique. Il y a beaucoup de choses qui se font dans cette école, y compris avec la participation du Shift Project sur le sujet. Donc il y a beaucoup de choses. Contrairement à ce qu'on peut penser, le secteur de la santé en France, le ministère, s'est emparé du sujet. Et donc on a une planification écologique, on a des plans de formation, on a l'ANAP qui propose des outils, on a un secteur privé qui suit, parce que vous avez une réglementation qui est importante aussi. En France, toutes les entreprises publiques de plus de 250 salariés et toutes les entreprises privées de plus de 500 salariés doivent mesurer leurs émissions carbone tous les 3 ou 4 ans suivant le statut. Et en fait, étant donné malheureusement qu'en France, on n'a plus trop d'industrie, il nous reste les établissements de santé qui sont intensifs en ressources humaines et qui dépassent souvent ces seuils. Donc il y a beaucoup d'établissements de santé qui sont soumis à l'obligation de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui fait qu'il y a toute une filière qui se structure derrière, dont notre entreprise, et il se trouve par ailleurs que voilà, c'est un secteur qui est très impactant et puis qui est une des premières victimes du changement climatique. Donc tout ça fait sens et ça fait que ça structure tout ce qu'on peut retrouver sur le sujet. Merci beaucoup, Alexis. Très intéressant. Je vais revenir à la question de Cécile Clicquot, quel est le bon niveau de bilan? Alexis en a parlé un peu à l'instant, mais je me dirige vers Jean pour l'exemple précis de l'assistance publique sur la question comment travailler en global sur le plus grand système hospitalier de l'Europe et pour chaque opération, par exemple. Alors là, je vais vraiment parler sous le contrôle de Clara Amourg et d'Alexis Pâtissier. Évidemment, nous, on a vraiment restreint la focale sur une intervention chirurgicale et c'est pas forcément transposable à un système un peu en entier. C'est-à-dire que la granularité, le niveau de détail va pas du tout être le même parce que sur une intervention qui représente que même pas quelques pourcents de l'ensemble des interventions qui est extrêmement hétérogène, c'est difficilement transposable. Vous posez une question qui est essentielle, c'est une question de méthodologie. Lorsqu'on regarde les quelques publications scientifiques de bilan carbone concernant les interventions chirurgicales, si vous voulez, vous avez à peu près autant de publications qu'il y a de méthodes. Donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir les comparer les unes avec les autres. Et un des projets que l'on essaie effectivement de porter, c'est d'uniformiser la méthodologie de manière à avoir ce qu'on appelle des standards, un peu des reporting standards, qui vont permettre finalement de toujours mesurer de la même façon et donc de pouvoir comparer vos résultats. Parce que typiquement, si, mettons, à Lyon, on a une équipe qui mesure différemment, la portée finalement même de nos résultats va être très fortement impactée. Pour finir sur cette sur cette question, on s'est en effet basé sur la méthode du bilan carbone, donc c'est effectivement la méthode ISO, il en existe plusieurs autres, et on milite activement pour avoir une seule méthodologie, de manière à pouvoir étendre bien sûr l'expérimentation,
ensuite, deux, c'est, je rejoins ce que disait Alexis Pâtissier, c'est avoir d'autres équipes qui soient en mesure également de faire ces études pour que ça fasse un peu tache d'huile. Oui, ce que vous dites est hyper intéressant parce que non seulement il va y avoir une question de la méthodologie par rapport au bilan carbone, mais ça va révéler, malgré l'existence de recommandations internationales pour tel ou tel type de chirurgie, ça va révéler les différences nationales, voire régionales, qui continuent d'exister à tous les niveaux. Je vois que Jean hoche de la tête, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Bien évidemment. Oui. Oui, parce que la médecine et la chirurgie ne sont pas identiques, loin de là. Donc, à propos de la question de l'ensemble et de chaque opération, Alexis, est-ce que vous aviez quelque chose que vous vouliez ajouter? Oui, il faut distinguer ce qu'on appelle le bilan d'émissions de gaz à effet de serre en France, qui est voilà, un bilan réglementaire avec un format de reporting très cadré, et la méthode de mesure, pour mesurer ce fameux bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On peut passer par la norme ISO, la méthode bilan carbone, le GHG protocole à l'étranger. C'est comme ça qu'on travaille avec nos amis québécois. Donc il faut distinguer le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui est un premier point qui peut être réalisé via plusieurs méthodes, de l'analyse de cycle de vie, qui peut être réalisé pour un produit particulier, un dispositif médical, une lame de laryngoscope par exemple, de l'empreinte carbone d'un patient, d'un parcours patient, qu'on peut aussi appeler ACV parcours patient, où là on va vraiment s'intéresser à une opération particulière, le travail qu'a réalisé Jean. La distinction, la comparaison, elle est intéressante non pas forcément entre géographie, même si entre différents pays on va pas trouver le même mix électrique, etc. Donc ça va venir jouer sur le coût carbone de cette opération. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est les process, c'est comment on fait l'opération. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel, qu'est-ce qu'on fait derrière pour accompagner le patient, etc. C'est vraiment là où ça va se jouer. Est-ce qu'on utilise du usage unique, du stérilisable, etc. Il y aurait aussi le résultat de l'opération, c'est-à-dire que on n'a pas pu vraiment mettre en place suffisamment d'indicateurs de qualité qui mettent l'ensemble du personnel de santé d'accord, mais les réadmissions avec des problèmes qui font suite à une intervention vont avoir leur propre bilan carbone et peut-être par ce biais-là, on va améliorer la qualité globalement. Clara, je vois que vous dites oui. Il y a plein de choses à dire. Je pense que il faut pas bilan carboner tout ce qu'on fait. C'est important de savoir où c'est intéressant de faire des bilans carbone et où il faut s'arrêter. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le bilan carbone, l'outil initial, bilan de gaz à effet de serre, il n'a pas vocation initialement à faire des comparaisons. C'est un outil initialement qui est un outil de suivi, c'est-à-dire que si on applique la même méthodologie à chaque fois, on a pour plan de réduire. C'est pas comme une ACV qui a plutôt le but de comparer un produit par rapport à un autre. Si le but c'est de comparer, le bilan carbone c'est pas forcément l'outil le plus adapté. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que le bilan carbone, son but c'est de donner des ordres de grandeur et de dire voilà les sujets importants. Les sujets importants c'est les dispositifs médicaux et les médicaments. Les sujets importants c'est la rénovation énergétique de vos bâtiments, vos énergies, la façon dont vos patients viennent à l'hôpital ou en consultation et la façon dont vos patients ou vos professionnels de santé se déplacent. On a l'alimentation. On voit des grands ordres de grandeur. Faire un bilan carbone de 12 structures médicales qui se ressemblent, ça a peu d'intérêt parce que c'est de l'argent qui est utilisé pas forcément à bon escient, qui pourrait être utilisé pour décarboner, quand on sait déjà l'information que en fait un cabinet de médecins à distance du centre-ville, probablement que son bilan carbone, ça sera les transports. Donc en fait, avec la littérature, il y a déjà un certain nombre de choses qu'on fait. Et si on commence à faire des bilans carbone pour tout et tout le temps, ça peut être de l'argent gaspillé pour la décarbonation. Mais bien sûr, c'est très important de suivre ces émissions quand on est une grosse structure. Et Alexis vous accompagnera très bien dans ça. Quand vous êtes une grosse structure, déjà d'une part, c'est obligatoire. Et d'autre part, c'est important de pouvoir la suivre. Et c'est à ça que sert le bilan carbone. Par ailleurs, d'autres choses sur les interventions, qu'est-ce qu'on peut dire sur les bilans carbone et le niveau d'intérêt? Mais en fait, on est un peu au début, donc avoir des méthodologies communes, c'est compliqué, ça c'est sûr. Mais il faut effectivement commencer à travailler sur
le partage de l'information, avoir des facteurs d'émission communs pour les médicaments, on voit bien que en fait les limites pour faire des analyses de cycle de vie dans les interventions en santé, c'est souvent les mêmes. Et donc là, c'est très important d'avoir un peu de l'open data et d'être transparent sur les méthodes pour pouvoir partager et pas en fait réinventer à chaque fois la même chose. Et là, c'est vraiment très important. Et je crois que Jean veut reprendre la parole. Oui, Jean, je vous en prie. Oui, non, c'est extrêmement clair. Merci beaucoup, Clara. En fait, le fait effectivement d'avoir ces standards-là, ça va surtout permettre aux sociétés savantes, qu'elles soient médicales ou chirurgicales, ensuite de pouvoir donner elles-mêmes des recommandations. Parce que si finalement, le risque un peu de ce qu'on fait, c'est de rester à l'échelle locale et qu'on n'ait absolument pas de généralisation de ce type d'expérience. Donc, un des souhaits, c'est de faire en sorte que nos institutions et puis nos têtes dirigeantes de sociétés savantes puissent, non seulement il y a l'État local, il faut bien imaginer la structure de l'hôpital, il y a bien sûr les institutions, comme par exemple voilà, la PHP, on a une volonté très importante de vouloir décarboner, mais dans les sociétés en tout cas de chirurgie, c'est encore assez peu ça. Mais si on veut toucher tout ce monde voilà, de chirurgiens et de chirurgiens, c'est important qu'on ait une forme un peu de méthodologie, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important si on veut pouvoir étendre l'expérience. Alors, justement, Jean, vous aviez réagi avec enthousiasme pour la question d'Anne Blanche concernant l'évaluation de l'impact de l'e-santé ou santé numérique au niveau carbone. Quels sont les travaux qui ont été menés concernant des startups qui sont dans ce domaine ou de nouveaux outils numériques ou la différence avant-après en utilisant un outil créé dans un domaine où il y avait autre chose avant? Alors, attention, c'est une question qui en ouvre à peu près 100 autres. Alors, je vais essayer d'être à peu près synthétique. Donc, de savoir ce qui est effectivement, qu'est-ce qu'on met dans la e-santé. Donc, la e-santé, c'est tout ce qui va être santé connectée, bien sûr, la téléconsultation, ça va être la télémédecine, ça va être les outils connectés et aussi les outils liés à l'intelligence artificielle. Et là, pour reprendre un peu ce qui a été dit, si vous voulez, il y a eu beaucoup de publications très positives sur la réduction des gaz à effet de serre lorsqu'on utilise évidemment des téléconsultations et en comparant, par exemple, effectivement, combien de kilomètres sont sauvés, combien de litres de carburant ne sont pas consommés lorsqu'on utilise une téléconsultation, mais c'est à mettre en balance systématiquement avec le bilan carbone de l'outil de téléconsultation. Et là, on peut que féliciter Medavis pour avoir fait son propre bilan carbone, parce qu'actuellement, dans les publications, en tout cas scientifiques, en chirurgie vasculaire, ce n'est pas fait. On a souvent des publications qui disent que oui, ces téléconsultations permettent sur, mettons, 5 ans, d'économiser des tonnes de carburant, mais on n'a pas l'autre versant. Donc, il est extrêmement important de devoir quantifier les émissions liées à l'outil. L'intelligence artificielle, c'est encore autre chose. Donc, comme vous avez vu, là, ne serait-ce que récemment, l'intelligence artificielle, ça va être à peu près au moins 30% effectivement des émissions gérées en plus. C'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord. Alors, je voulais poser une question à Clara. Il existe de plus en plus de mesures publiques comme pour la nutrition. Il y a aussi parfois des informations sur la consommation de carbone, mais pas partout. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent au niveau de la santé? Parce qu'on peut imaginer pour un médicament, puisque nous avons parlé du médicament, qu'il peut y avoir une entreprise qui fabrique à peu près le même médicament, mais ayant soigné le transport et d'autres choses qui contribuent à son poids en carbone, en consommation, que ça pourrait être différent entre des médicaments qui ont des résultats cliniques identiques. Alors, il y a deux questions que vous soulevez en fait avec cette question-là. D'un côté, il y a calculer l'empreinte carbone des produits. Et donc ça, c'est ce que veut faire la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Ils ont essayé de faire une méthodologie en accord avec, en coopération avec les industriels de santé et dans un premier temps pour les médicaments, sur une méthode de bilan carbone
d'évaluation carbone des produits de santé, et en particulier des médicaments. C'est actuellement, si jamais il y a des industriels qui nous regardent, en consultation. Donc, vous pouvez aller sur le site de la DGE et donner votre avis sur la méthodologie qui a été mise en place avec un partenaire sur comment compter l'empreinte carbone des produits de santé. Une fois qu'on a l'empreinte carbone des produits de santé, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je ne sais pas exactement quelle est la volonté du ministère de l'économie et des ministères qui gèrent ces questions-là, mais une des possibilités, c'est de se dire, pour un même médicament, un groupe générique de médicaments, celui qui est le plus décarboné aura des avantages et celui qui est le moins carboné ou le groupe qui sont les plus carbonés, ils vont avoir des désavantages. Est-ce que ça sera économique? Est-ce que ça sera en termes d'accès au marché? Je n'ai pas la réponse, mais on pourrait imaginer que déjà, dans un groupe générique, donc c'est vraiment exactement la même molécule qui va soigner le même patient, ceux qui sont les plus décarbonés, les plus vertueux, ils ont plus de place sur le marché, entre guillemets. Donc ça permet de décarboner et d'inciter aussi les industriels à se décarboner. Et il y a l'autre question que vous posez, c'est à l'intérieur d'un parcours patient, un traitement qui permet de décarboner le parcours. Et là, c'est un autre calcul, c'est totalement différent. Ça s'approche plus de la médico-économie, de se dire, ok, par exemple, c'est un exemple fictif, ce vaccin-là, il permet par rapport à cet autre vaccin où il faut faire 3 doses et donc aller 3 fois à la pharmacie ou 3 fois chez le médecin, comme il n'y a qu'une seule dose, on se déplace moins. Et donc, peut-être qu'à la production, il est plus carboné, mais sur l'ensemble du parcours patient, il est moins carboné. Donc, il a un avantage. Ça, c'est une méthodologie qui est bien plus complexe à mettre en place, mais qu'il va falloir questionner à un moment donné. Je sais que la PHP a travaillé sur Carbone, qui est un outil d'évaluation de parcours patient et qui permet de prendre des décisions dans le cadre d'un parcours patient. Mais c'est vrai que à l'échelle d'un parcours, c'est comme ça fait plus de briques et donc c'est plus complexe. Mais à la fin, c'est ça qui nous permettra de vraiment décarboner le système de santé, de à la fois avoir des produits qui sont individuellement moins carbonés et aussi des produits qui permettent de décarboner le parcours. Mais effectivement, là, on rentre dans le dur des sujets de décarbonation du système de santé. Super. Alors, je vais passer à Alexis, parce que Alexis, grâce à son entreprise, a une vue près du terrain d'entreprises de santé, de soins, d'établissements de soins qui sont dans des contextes très différents. Est-ce qu'il peut nous parler de la variété de leurs découvertes lorsqu'ils procèdent à leur premier bilan? Oui, c'est ça. Donc en effet, je prétends pas avoir une connaissance plus fine du terrain que les deux acteurs que j'ai à mes côtés. Je pense que la différence, c'est que je vois énormément d'établissements de santé. Donc à Shadow, on accompagne plus de 60 établissements de santé, de toute typologie, de toute géographie. Donc ça, en revanche, ça fait que j'ai un petit benchmark dans la tête. Au-delà des réunions de vente aussi qu'on peut faire, des échanges avec les établissements. J'étais ce matin, par exemple, avec 2 ou 3 établissements différents du secteur, avec un pharmacien de Chalon-sur-Saône qui s'intéresse au développement durable. Donc ça permet d'avoir un retour sur ce qui se fait au sein des établissements. Alors, en effet, on peut penser que parce qu'on a des premiers chiffres, des premières données, on est en capacité d'agir. Et c'est un peu vrai. Et en ça, je suis un peu d'accord avec Clara. Et en même temps, il y a quand même des disparités entre les établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux. Nous, on accompagne des établissements de santé au sens large. Donc, les typologies sont très différentes. Sur un établissement médico-social, sur tout le secteur de l'autonomie, on ne va pas retrouver autant de dispositifs médicaux, autant de médicaments que dans un établissement sanitaire classique. Vous avez ensuite des spécialités dans les établissements. Donc, vous pouvez avoir des variations, même si vous avez un pattern classique avec, pour un établissement sanitaire, une part importante de médicaments et dispositifs médicaux dans les émissions de l'établissement. Sur l'établissement sanitaire d'à côté, vous allez avoir plus de dispositifs médicaux, un peu moins de médicaments. Vous n'allez pas avoir les mêmes parcours de patients, donc ça peut varier. Et c'est en ça qu'il est intéressant quand même, je pense, de faire cet exercice. Après, il est vrai que cet exercice coûte cher. Et ça, c'est l'intérêt de notre société, je dirais, que de proposer de baisser les tarifs pour pouvoir mesurer plus périodiquement et entraîner les établissements sur le long terme. Nous, on pense vraiment que si on ne mesure pas régulièrement son bilan carbone, c'est un peu comme quand on souhaite perdre du poids et qu'on ne se pèse pas finalement. Si vous souhaitez perdre, je ne sais pas, 5 kilos et que vous attendez 1 an pour vous peser, il y a peu de chances de réussir. D'autant plus que les directeurs ont besoin d'indicateurs pour piloter. Parce que derrière, ça demande des coûts financiers. Changer un système énergétique dans un établissement de santé, c'est monstrueux en coûts financiers.
Donc il faut le planifier. Idem au niveau du soin. Si on veut mettre en place des changements de pratique, il va falloir parler avec les médecins, avec les prescripteurs, et voir comment on peut faire évoluer les pratiques. Et tout ça prend du temps. Donc c'est important d'avoir des indicateurs, de planifier, et pour ça c'est important de mesurer, à la fois pour échelonner les actions, mais aussi parce que notre établissement, il présente des particularités qu'un autre établissement n'a pas. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question. Oui, Si je suis un peu oui, sorti il y a une diversité dès lors qu'on commence à essayer de mesurer quelques points communs. Et donc, Alexis est concerné jusqu'ici par une soixantaine d'établissements et peut-être des nouveaux chaque jour, on peut le souhaiter. Et Jean, donc il y a 38 établissements à l'intérieur de l'assistance publique et il y a une direction qui est concernée par le développement durable. Vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'on peut entrer un peu plus en profondeur sur notre connaissance du travail qui est effectué par cette direction? Alors, bien entendu, faut imaginer les chirurgiens avec leur ego démentiel. Il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. Nous, on fait partie d'un tout petit rouage, vous venez de dire, d'une énorme machinerie. L'hôpital, évidemment, il y a le soin, il n'y a pas que. Et dans le soin, il y a le soin médical et chirurgical. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs groupes de travaux qui ont été développés à la PHP. Donc, on fait notamment partie du groupe. Vous avez des groupes à l'échelle locale, mon centre actuel, le centre Raymond d'Or. Il y a ensuite des groupes qui vont être transversaux entre les différents établissements. Donc, par exemple, sur des thématiques, nous, on va être sur la thématique du bloc, où là, à chaque fois, vous multipliez les intervenants, avec dans ces groupes, effectivement, de travail, des réunions qui sont effectivement très, très fréquentes, avec des projets qui vont être retenus pour être expérimentés. Et ça, c'est évidemment une tâche qui est difficile de faire en sorte de tout piloter, mais qui marche. On a, en tout cas, on est soutenu par, et ça, c'est quelque chose d'assez agréable quand vous voulez monter un projet qui, comme je le soulignais, on n'a pas toujours le temps à l'hôpital pour faire ça. Donc, on a une véritable volonté, c'est un levier de la PHP. Après, donc, vous savez, le Ségur de la santé, il y a eu comme une espèce de bible, en sortant quels étaient les grands commandements pour l'hôpital, pour la PHP de demain, comment se transformer, et le développement durable en fait partie. Et ça, on le sent de la part de l'institution. On a aussi, et donc ça, c'est une nouveauté avec le Ségur concernant les praticiens, les médecins, on peut avoir des postes où vous allez avoir du temps dédié pour le développement durable, et moi, ça va être mon cas, par exemple, à la rentrée, et ça, ce travail de poursuivre nos expérimentations, ce ne serait pas possible si on ne nous laissait pas les coups des franches. C'est un exemple parmi d'autres, mais pour faire une petite synthèse, il faut du temps, c'est indispensable, il faut des fonctions support, il faut une formation, et des compétences, bien évidemment, internes qui sont en train petit à petit d'émerger à la PHP. Moi, je suis quelqu'un assez collaboratif, donc je pense que l'aide d'entreprises ou de cabinets conseils, qui d'ailleurs n'ont pas toujours bonne presse à la PHP, moi, je pense que ces compétences-là, pour l'instant, sont indispensables. Il ne faut pas hésiter à se tourner, soit vers ceux qui savent, pour ceux qui veulent faire du bilan carbone, mais on commence effectivement à voir à la PHP ses compétences. Et je terminerai en disant qu'effectivement, on a cette cellule donc, en centrale, à la PHP centrale, notamment qui a développé cet outil carbone que Clara Mourgue effectivement citait à l'instant. Ils sont un peu victimes quelque part de leur succès avec beaucoup de demandes. Donc, il va falloir structurer, faire grossir ces équipes. Et c'est quelque chose qu'on peut voir de façon très optimiste en voyant qu'il y a un vrai besoin et surtout une demande de la part des professionnels de santé. Merci beaucoup, Jean. Clara, dans vos études au Shift, quelle est la part consacrée à l'intelligence artificielle? Parce que ça doit être encore autre chose. Il y a un bilan contrasté avec le coût de sa mise en place, les résultats que cela peut obtenir. Ça génère peut-être plus d'activité parce que ça va plus vite. Donc, une personne qui est plus productive, finalement, elle consomme plus en faisant 3 choses au lieu d'une. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si on peut dire quelque chose, Clara? Alors, on a un rapport sur les mondes virtuels et l'intelligence artificielle au Shift Project. Il y a un rapport numérique. Je ne connais pas par cœur les conclusions, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais je sais qu'il y a plein de choses qui ressortent du rapport, notamment que
Il faut utiliser les outils numériques et l'intelligence artificielle uniquement quand il y en a besoin. En fait, il ne faut pas faire comme on ferait du sursoin, de la surintelligence artificielle. Il faut quand même au maximum rester dans la sobriété. Il y a des moments où l'intelligence artificielle, je pense en santé, alors là c'est vraiment mon analyse, ça peut être utile notamment quand elle permet de consommer moins de médicaments, de prévenir mieux la santé. Il y a des moments où elle sera inutile et elle va consommer plus d'énergie que ce qu'elle a besoin. Donc en fait, il faut avoir des garde-fous sur ces questions de numérique et d'intelligence artificielle pour pas créer des machines qui finissent par consommer énormément d'énergie pour un bénéfice pour le patient qui est à la marge et surtout qui va atteindre une partie de la population qui est la plus riche. Et en fait, les personnes, on voit qu'il y a déjà des très grandes inégalités en santé en fonction des classes sociales. Et donc, il faut que la médecine elle reste accessible. Et pour ça, il faut quand même garder en tête la sobriété et donc que l'argent il soit réparti équitablement dans les sphères de la santé. Et donc, quand c'est utile, utiliser de l'intelligence artificielle et du numérique, et quand en fait on se rend compte que c'est pas forcément un bénéfice pour le patient, rester sur ce qu'on sait déjà faire. Et peut-être une petite note de la fin, parce que je vois qu'on s'approche de la fin, et ça a déjà été signalé par Jean, c'est qu'on voit là depuis 5 ans, vous avez dit le rapport du Shift, il est sorti il y a 3 ans. Moi, ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais à la transition écologique en santé. On voit quand même un virage. Un virage d'une part des hôpitaux qui se dotent de plus en plus de ressources humaines pour développer ces enjeux de transition écologique. D'une part, des professionnels de santé qui prennent conscience qu'en fait, le changement climatique, c'est une double contrainte. D'une part, on a la dépendance des énergies fossiles et l'impact du changement climatique sur la santé, et que dans les deux cas, il faut se libérer de la contrainte énergie fossile et aussi le moins possible contribuer au changement climatique en tant que professionnel de santé pour pas avoir plus d'impact négatif sur la santé et sur les populations. Et on voit que les étudiants en santé, les facultés se prennent en main ce sujet. On voit qu'on a une feuille de route au niveau du ministère. Ça n'existait pas quand on a sorti le premier rapport du Shift. Quand Alexis et moi, on était en cabinet de conseil, la feuille de route, elle n'existait pas non plus. Il y avait déjà des hôpitaux qui faisaient des bilans carbone. Mais là, on a une feuille de route avec, au sein de l'assurance maladie, au sein de la HAS, au sein de la NSM, des gens qui prennent en main ces sujets. La population générale, bon, on verra ce qu'il en est avec les élections, mais on voit quand même qu'il y a une sensibilité plus forte des gens sur la transition écologique et une conscience qu'en fait l'impact il est déjà là, il est déjà dans nos chairs quand on a des impacts climatiques extrêmes, il est déjà avec des moments de chaleur où on peut plus se refroidir convenablement et dans les hôpitaux les chambres des patients qui sont impactées. Donc là, je pense que d'une part, on a une grande prise de conscience. On commence, et on l'a vu avec Alexis, on l'a vu avec Jean, à avoir de la science pour appuyer nos éléments. Et donc, finalement, c'est quand même un grand tournant et moi, je suis personnellement très optimiste sur la possibilité de la décarbonation de venir en appui pour avoir un système de santé durable. Merci Clara, c'est une belle conclusion. On arrive vers la fin. Est-ce qu'en moins d'une minute, Alexis voulait dire quelque chose sur le numérique, même en 30 secondes? Non, oui, nous, on est une entreprise tech, donc on utilise du numérique pour faciliter la mesure des émissions. Typiquement sur la partie médicaments, on a 12 000 facteurs d'émissions grâce à un partenariat avec Ecovamed. Et c'est via ce genre d'outils qu'on peut faciliter et mesurer plus précisément. Sur un fichier Excel, ce serait pas possible. Donc la technologie peut aider. Alors dans le cœur de l'activité de l'établissement de santé, à mon sens, si elle est bien utilisée, et aussi pour décarboner, notamment, on peut parler de notre logiciel de pilotage. Je voulais juste dire un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est l'énergie. Les énergies fossiles, c'est un peu le pendant du changement climatique. C'est ce qui permet aujourd'hui la continuité et la permanence des soins sur tout le territoire. Donc, je ne sais pas si la décarbonation peut sauver notre système de soins, mais ne pas se préoccuper de la décarbonation, en revanche, ça peut nous emmener vers quelque chose, vers davantage de problèmes. Donc, se passer d'énergie fossile quand on est un pays qui ne produit pas d'énergie fossile et qui en utilise beaucoup, y compris dans le secteur de la santé, pour permettre la permanence et la continuité des soins, à travers le chauffage des bâtiments, la consommation d'énergie par les véhicules de carburant, c'est nécessaire. Donc, il faut vraiment se poser la question de se passer de ces énergies fossiles qui contribuent au changement climatique, qui sont utiles pour les établissements de santé aujourd'hui, mais qui ne devraient plus être utiles à l'avenir. Et donc ça prend du temps. Ça va prendre 20 à 25 ans. Donc il faut s'y mettre maintenant. Donc la décarbonation peut-elle sauver notre système de soins? Je ne suis pas certain, mais en revanche, s'en préoccuper, ça peut éviter que ça aille de mal en pis. Il y a un point sur lequel ça peut jouer, les jeunes générations qui sont de plus en plus attentifs au changement climatique et les établissements de santé ont beaucoup de difficultés pour recruter, des difficultés d'attractivité, notamment depuis la crise du Covid. Mettre en avant cet argument, on va changer les choses dans notre établissement
établissements de santé, on va verdir les pratiques, etc. Ça peut permettre d'attirer des profils qui sont soucieux de ces enjeux. Super. En fait, nous avons eu de Jean Sénémo, de Clara Mourgue et d'Alexis avec leurs dernières interventions, de très belles conclusions, enthousiasmantes, inspirantes. Nyaka Faucon, vraiment, on remercie Medavis d'avoir choisi cette thématique et d'avoir invité 3 personnalités aussi riches en connaissances pour cette heure que nous avons passée. Je crois que le bilan carbone de cette heure sera tout à fait positif si vous commencez à mettre en œuvre les recommandations. Et cela commence par le fait de se renseigner et par mesurer. Et surtout, prenez tous les liens qui ont été fournis. Je crois qu'on va essayer de les inclure dans le e-book. Et puis, il y aura le replay sera disponible prochainement, l'e-book à la rentrée. Donc, un grand merci aux 3 et à Medavis.